Je me présente, je suis Michel Aumont, je suis le président de la Société française d'histoire maritime et je viens parler avec mon ami Sim van Eijten, un néerlandais, donc de deux projets qui semblent, de deux projets internationaux extrêmement intéressants. Le premier s'appelle Price Papers Project et le deuxième s'appelle Global Privateering Project. Alors, je vais vous dire un peu comment c'est venu et en même temps ce qui est intéressant. Alors, vous, justement, qui avez l'habitude des archives, il y a des centres d'archives absolument extraordinaires. Certes, en France, mais aussi à l'étranger. C'est le cas, justement, de celle de Kew, en Angleterre. Il n'y a pas le partage d'écran, alors je ne sais pas. Bon, excusez-moi, c'est la magie du direct. C'est bon? C'est pas bon. Bon. Excusez-nous. C'est bon? Non. Est-ce que c'est bon? Moi, je ne vois pas, j'ai pas mon ordi. Je regarde sur mon ordi. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ah. C'est bon. Ça marche? Bon. Et on m'entendait, moi? Oui? On m'entend? Là-bas? Je ne sais pas. Bon. Bon, on y va. Allez, je fais comme si. Oui, je parlais des archives de Kew, donc en Angleterre. Elles sont fabuleuses. Ça, tout le monde le dit. En France, on les connaît assez mal. Il n'y avait que quelques Français, dont Pierrick Pourchasse, qui se trouve devant moi, justement, qui connaissaient. Mais il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais peu de chercheurs français y étaient allés. Or, c'est gigantesque. Quelles sont ces archives? Eh bien, ce sont des dossiers qui avaient été ignorés, puis oubliés, puis retrouvés. Alors, je sais qu'aux Pays-Bas, ça avait été retrouvé dans les années 80. Avec, oui, enfin bon, peu importe avec qui, mais en France aussi, mais quand même très peu exploité pour diverses raisons en France. Alors, quelle est leur originalité? Eh bien, les Anglais, quand ils prenaient donc, quand ils capturaient un navire, ils prenaient tout. Ce qui fait que dans des boîtes, on peut trouver donc des papiers, c'est vrai, mais aussi des objets tels que des graines. On peut même trouver donc des vêtements. On a trouvé aussi des vêtements. On a trouvé aussi des pipes. On a trouvé des objets comme ça, ce que nous ne trouvons pas dans nos archives françaises. Et c'est là l'originalité des archives de Kew. Autre originalité, quand on sait que l'Angleterre, donc son ennemi principal, c'était la France, il y a beaucoup de dossiers français. Et curieusement, ça n'est pas tellement exploité par les Français, sauf par quelques-uns. Alors, quand je dis que c'est formidable pour les Français, je m'avance, mais je pense qu'il y a à peu près 70% des dossiers de prise qui concernent les Français. Mais les Français ne le savent pas trop. Sauf, encore une fois, quelques-uns qui, effectivement, ont fait ces recherches-là. Et puis, donc, il y a, ça a commencé, alors c'est l'université d'Oldenburg, c'est ça, en Allemagne, qui a commencé à faire ces travaux-là. Et depuis, donc, il y a beaucoup de chercheurs internationaux qui se sont associés à ce projet-là. Par exemple, tous les lundis, enfin pas tous les lundis, mais souvent le lundi, à 13 h, il y a donc ce qu'on appelle lunch talks. Donc il y a des conférences à 13 h à peu près. Et puis donc sur tous ces sujets-là qui concernent les dossiers de prise, alors ça peut être un néerlandais, ça peut être un allemand, ça peut être un suédois, un américain, un canadien, qui parle pendant une heure. Et aujourd'hui, c'est une Française, donc une collègue de l'université de Rennes, donc Eva Guillerel, qui va parler donc pendant une heure de la chanson française à bord des vaisseaux du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, c'est assez extraordinaire, hein. Donc encore une fois, chaque fois, on est nombreux, on est à peu près une soixantaine de personnes donc à suivre ces conférences-là et à poser des questions. Alors, il y a là-dessus un deuxième projet qui s'est greffé et il s'appelle Global Privateering. Donc c'est la guerre de course dans sa globalité. Et c'est un tout nouveau projet d'envergure internationale qui part des Pays-Bas. Donc, et il est donc sous la tutelle de Katia Antunes. Alors, c'est une Portugaise, mais elle est professeure des universités dans l'université de Leiden, aux Pays-Bas.
Et en fait, elle voudrait traiter donc des dossiers de prise en partant de la France, et notamment de Rennes. Alors, comment c'est venu ça? Justement, mon ami Sim van Eijten va vous en parler tout à l'heure. Et c'est autre chose. Ça part de Rennes, ça va s'élargir à la France, et ça va même s'élargir à l'Europe, et vous verrez qu'en fait, elle ne manque pas d'ambition au monde. Elle parle même du Japon, elle parle même, enfin bon, c'est incroyable. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, justement, il faudrait donc répertorier toutes les prises que l'on fait, enfin que l'on repère. Alors, ça peut être à Rennes, mais ça peut être à Nantes, ça peut être Bordeaux, ça peut être même Paris. Et à ce moment-là, on remplit donc une base de données, c'est ça, une base de données qui serait en ligne à la disposition de tout le monde, de tous les chercheurs, et une base de données que l'on pourrait donc compléter si on passe évidemment par Katia Antunes. Hein. Donc Katia, donc, vous vous adressez à elle en anglais, mais je crois qu'elle parle français. Elle parle français, elle comprend le français. Oui, elle parle néerlandais, elle parle anglais, elle parle plein de langues, et donc c'est pas un problème. Voilà. Donc ce sont ces deux projets-là d'ampleur internationale qui sont extrêmement importants et qui concernent directement la France et les gens de mer, évidemment. Hein. Donc je ne peux que vous encourager à vous y intéresser et peut-être même à vous intégrer à ce projet-là. Alors maintenant, Sim van Eijten va vous en parler de manière plus directe. Alors, merci Michel, merci Philippe de m'avoir invité pour parler avec vous de ce projet dont je suis un tout petit peu fier quand même, parce que je suis un peu à l'origine de tout cela. Pourquoi? Parce que, en étant hollandais, je suis rendu à Kew, à Londres, pour la recherche, pour un livre que j'ai écrit. On ne voit pas ça. Merci pour la technique. Vous voyez ce que Michel vient de dire. À l'origine, le projet Price Paper, j'y ai assisté. Et j'ai trouvé que pour pour compléter mon livre, il m'a fallu absolument que je sois à Londres, parce que le livre à gauche, j'ai pu l'écrire grâce aux trouvailles dans les archives à Kew. D'autre part, je vous indique en même temps The Power of Persuasion. C'est une thèse allemande écrite par Lucas, qui est à l'origine maintenant du projet à Oldenburg. Enfin, je l'ai avec moi, mais de toute façon, c'est une thèse de doctorat qu'il n'a pu faire qu'en consultant les archives à Kew. Et il en est de même avec cette histoire à droite, je ne vais pas en parler, mais c'est un livre sur la Chine qu'on a pu écrire grâce aux archives qu'on a trouvées à Kew. Bon, voilà. Maintenant, voilà. En France, il existe des fonds semblables dans les archives départementales, surtout départementales, parce que les dossiers de prise dans les archives départementales sont très complètes. Il y a de tout, de la prise jusqu'à la vente. C'est très complet, je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Voilà, par exemple, comme j'ai été à Londres, je vous ai dit, et que j'ai une amitié pour la langue française, je me suis dit, est-ce qu'il y a des fonds pareils en France? Alors j'ai rencontré Michel à côté de moi, il m'a invité à venir à Rennes, c'est le début de l'histoire qu'on peut raconter maintenant aujourd'hui. Alors, on est allé à Rennes, vous voyez, exemple, les archives départementales d'Ille-et-Vilaine et de Rennes. Alors, on est tombé sur une aubaine en quelque sorte, parce que vous voyez, cette période contient 800 dossiers à peu près, je n'ai pu les compter exactement, de prise contenant. Mais chaque dossier contient à peu près 40 pages écrites à la main. Donc, si vous contenez 800 fois 40, etc., écrites, dont j'ai pu noter 440 dossiers
pour des prises anglaises. Il y en a plus, mais je n'ai pas pu vérifier l'origine de ça. Mais ce qui était intéressant pour moi, en néerlandais, il y avait 160 pages, donc autour de 600-700 pages pour des prises néerlandaises. Un exemple, un peu de cocorico de ma part, la harpe, c'est un navire hollandais qui a pris en 1706. Enfin, le contenu viendra au pas de celui-là. Voilà. Quelle est la valeur de ce dossier? Ça importe. Les noms de vaisseaux capturés et prédateurs avec toutes les particularités techniques. Techniques, je veux dire, par exemple, c'est fabrique anglaise, fabrique hollandaise, quel est le contenu, quelle est la largeur, enfin, tout on peut voir à Rennes pour des navires hollandais et bien sûr anglais et il y a peut-être dans d'autres pays, mais c'est à vous de voir. Ce qui est intéressant également, c'est l'inventaire complet du vaisseau. Et cela non seulement le chargement, mais jusqu'aux possessions personnelles. On parle même, on est entré dans la chambre du capitaine, on a trouvé son duvet, on a trouvé un morceau de fromage. Donc tout ce qui se trouvait devait être noté. Enfin, pour la cargaison, la quantité, l'origine, les destinations, toutes les personnes impliquées, qui a fait la commande, d'où est-ce que ça devait aller, qui l'a recherché, à qui est-ce que ça devait aller. Enfin, vous comprenez, tout ce qui est en rapport avec la cargaison peut être trouvé dans les dossiers, par exemple à Rennes, mais il y en a d'autres. Interrogatoire, ça c'est important, hein, parce que quelques membres de l'équipage corsaire, mais également de l'équipage capturé avec leur nom, date de naissance, lieu de résidence, lieu de naissance, situation familière et religion. Comme ça, par exemple, je sais, j'en ai trouvé près de 300, quelles étaient leurs religions à l'époque, d'où venaient-ils, est-ce qu'il y avait une famille, il y a combien d'enfants, etc. Tout est noté sur les Hollandais et bien sûr les Anglais, à Rennes, dans les archives françaises. Pour nous, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des documents concernant le navire pris, des connaissements, des lettres de santé, instructions pour le capitaine, etc., etc., etc. Enfin, vous êtes tous au courant de tout cela, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui pourrait s'y trouver. De lettres personnelles, ça c'est intéressant également parce qu'il y a par exemple une lettre d'une père à quelqu'un qui est en mer et qui dit maintenant chez nous tout va très bien, celui-là est décédé, celui-là est décédé, il y a une maladie partout. Donc il y a quelque chose de la ville à l'époque, comment les gens se portent, quelle est la situation actuelle. Et ce n'est qu'un exemple. Hein. Donc, pour nous, pour les Hollandais, c'est bien de trouver, de lire dans des dossiers français quelle était la situation aux Pays-Bas à l'époque. Bon, la vente en détail, je vous en parlerai tout à l'heure, je vous donnerai un exemple. Mais tout ce qui est vendu est enregistré par les vendeurs, par les gens qui ont fait, qui ont dit bon, je vais voir cela, etc. Vous verrez tout à l'heure. Hein. Et ce qui est intéressant pour l'économie, le produit d'une prise, qu'est-ce que ça a rapporté? Tout ça se trouve dans ces exemples. Alors, vous êtes marqué 3 exemples. Hein. Tout d'abord, les interrogations. Qu'est-ce qu'on a demandé à ces gens-là? Voilà, nom, âge, lieu de naissance, résident, qualité, religion. Est-ce que c'est un capitaine? Est-ce que c'est une mousse ou n'importe quoi? D'où est le navire? Qui en sont les propriétaires? Où est-ce qu'il demeure? Date de sortie, but de sa croisière, circonstances de la prise, la nature de la cargaison, la destination. Et à la fin,
le lieutenant particulier qui mène les interrogations, il montre des documents compromettants. Voilà, vous pouvez nier, mais c'est ce que j'ai vous trouvé à votre bord, etc. Et le capitaine capturé déclare que rien n'a été pris et diverti, qu'il n'a reçu aucun mauvais traitement. Donc tout s'est passé selon les règles et il signe. Et voilà un exemple où vous trouvez toutes les signatures, mais à droite, deuxième d'en haut, Wybrand Adriaens, c'est le capitaine capturé néerlandais. Donc je trouve sa signature en France. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah voilà, la Marie. Ça, c'est l'interrogatoire. Donc, si vous êtes amateur de l'écriture française au XVIIe siècle, vous pouvez y aller. Hein. Mais c'est peut-être plus pour vous. Interroger de son nom, que je vous ai dit. Voilà. Il a dit, il s'appelait Wybrand Ariensen, le fils d'Adrien, âgé de 31 ans environ, natif de la ville de Medemblik, c'est dans le nord de la Hollande. Demeurant avec sa famille de la religion catholique. Peut-être que vous pensez toujours que les Pays-Bas est un pays protestant, mais il y a beaucoup de gens catholiques dans de diverses parties de la Hollande. Interrogé, d'où est le dit vaisseau, dont il était le capitaine, qui en sort le propriétaire, où il demeure. Il a dit que le vaisseau est du port de Medemblik et que les intéressés sont du dit Medemblik, entre autres le bourgmestre Jan van der Wolf, qui est propriétaire pour 8e, d'autres bourgeois du dit Medemblik et d'Amsterdam. Ça dit donc en même temps qui sont les propriétaires du bateau, est-ce que c'est réparti sur les Pays-Bas ou non? Voilà. Pour ce capitaine, c'est quelque chose d'intéressant parce que lui, il est mort en France. On ne savait pas comment, mais ce qui a écrit dans le livre de baptême, chez lui, à Medemblik, on peut lire il y a une fille qui est née, et on dit « Wybrand Ariens olit in Gallia captivat ». Donc, c'est lui qui est nommé dans le livre de baptême. Il est mort en France en état de prisonnier. On ne sait pas aux Pays-Bas comment ça s'est passé, mais j'ai des réponses, en quelque sorte, des documents de France. Donc ça fait une très bonne combinaison entre les documents aux Pays-Bas, les dossiers aux Pays-Bas et les dossiers en France. C'est une des grands atouts et c'est une affaire précieuse pour des études des documents néerlandais parce qu'il y a un complément en France. Voilà. La vente aux enchères. C'était très bien dit dans les documents. C'est presque une pièce de théâtre. Voilà. Tout ce qui a été dit, je vous invite à lire, mais c'est peut-être un peu difficile, donc j'ai fait. Vous pouvez lire comme ça. Chaque fois, la chandelle est allumée, celui dit que oh, ça vaut combien ça vaut combien ça, etc. Voilà, donc ça fait toute la vente avec des noms impliqués. Bon, c'est également important pour savoir qui sont présents là-bas, qui sont les acheteurs qui peuvent être achetés, quel est le prix, comment ça se fait. Et ce n'est qu'un exemple, parce que ça comporte un navire qui s'appelle Les plaisirs d'un homme non marié. Voilà, le produit.
Le produit du navire, de vergulde eend en néerlandais, ce qui est intéressant pour nous, c'est que tous les noms ont été traduits en français. Donc, pour moi, c'est une sorte de sport de voir quel est le nom néerlandais. Mais dans ce cas-là, donc, le canard doré de Middelbourg, en Zélande, pris en 1740. Archives départementales, etc., etc. Bon, pour l'économie, pour les sciences d'économie, voilà. À gauche, ce qui a coûté, je n'ai fait qu'un exemple, un montant, mais avant, tout a été expliqué jusqu'au traducteurs qui ont dit, tout a été mis en somme, et puis ça a valu ce montant-là. De l'autre part, vous voyez les ventes. C'est un peu difficile à lire peut-être, mais c'est peut-être pour vous plus facile. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Vous voyez les frais, le produit. On arrête dans 2 minutes. Comment 2 minutes. 2 minutes, oui, c'est ça, mais je suis à la 20. Donc le projet dont on va vous parler. Alors, Michel en a parlé également, construire une base de données contenant des dossiers de prise en commençant par ceux de Saint-Malo, de France et de l'Europe. Dans le futur, d'autres, Michel vient d'expliquer. Hein. Ça, c'est le projet. Non seulement ce qui est direct, mais également quels sont les aspects juridiques, administratifs, etc. Tout ça peut être impliqué dans cela. Organisation. J'ai fait un papier pour vous, pour voir tout ce qui est utile là-dessus. Et on vous offre donc Matrix. Vous pouvez contacter Madame Antunes pour voir. Voilà. Et ensuite, je vous donne l'exemple du site. Ça a été déjà réalisé, globalprivateering.com. C'est ça, vous voyez, vous cherchez sur un navire, soit le navire capturé, soit le prédateur. Alors, j'ai donné un exemple, donc le capture du vieux Simon, c'est mon premier nom. En même temps, on peut trouver maintenant ce qu'on a cherché, toute la possibilité, donc des gens qui ont été capturés, quel était le chargement, combien de gens est-ce que ça a rapporté, enfin, vous pouvez trouver ça. Pour des gens qui ne comprennent pas le français, il y a un glossaire. Parce qu'on a l'intention de mettre les documents originaux dans cela. Pour la numérisation, c'est important de savoir qu'aux Pays-Bas, il existe un fonds qui paie les scans. Mais je ne sais pas quelle est la situation en France, donc c'est à vous de... Alors, l'histoire maritime est internationale. Sinon, vous comprenez, c'est pourquoi je suis ici. L'histoire, donc, se trouve également au-delà des frontières. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Dank u wel. Merci beaucoup. Ah bon juste, j'ai le micro, mais le reste de mon micro. Bien, on avait prévu une petite pause qu'on va respecter a priori. Simplement, on avait aussi prévu une séance de questions, donc pour une dizaine de minutes. Aussi bien s'agissant de l'intervention de Monsieur Gors, donc les archives départementales de Marseille, et donc de Siem van Huyten. Sim, oui. Alors, le Huyten, je l'ai fait, mais de Simon. Mais je ne vais pas dire Simon. Donc voilà, est-ce que... C'est Doudou, comme ça. Sim, c'est l'abréviation aux Pays-Bas de Simon. D'accord, bon. Très très bien, je m'en souviendrai. Donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions
Alors moi, pour respecter l'ordre de passage, je voudrais m'adresser à Monsieur Gors tout d'abord, pour le remercier de sa présentation, complète, des archives des archives départementales à Marseille qui intéressent l'étang de Berre. Je pense que ça ouvre de très belles perspectives pour nous de recherche. On retiendra bien effectivement que l'étendue des communes font quelque part leur richesse associée au droit écrit, qui est propre à la Provence et donc au Languedoc. Et donc effectivement ces archives nous permettront certainement de progresser sur l'étude de ce territoire. Oui, ce que je voudrais demander, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur ce territoire de Martigues à l'heure actuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les étudiants? Alors écoutez, comme ça, je ne peux pas vous le dire, parce que bon, il y a aussi parfois des étudiants ou des chercheurs qui connaissent tellement bien leur sujet, et même mieux que nous, donc du coup, ils ne viennent pas forcément... quand nous sommes de permanence scientifique en salle de lecture, donc nous poser des questions. Je ne dirais pas que le monde de la mer soit particulièrement étudié, et d'autre part, il se trouve que, contrairement à certains services d'archives départementales de la côte atlantique, tout ce qui concerne l'inscription maritime ne se trouve pas chez nous aux archives départementales, mais se trouve au service historique de la marine de Toulon. Donc en général, dès qu'on touche un petit peu au monde de la mer, les gens vont faire des recherches sur Toulon. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire et à pouvoir trouver dans nos fonds. Et je repensais aussi à un fonds que je n'avais pas cité dans ma présentation, qui est le fonds de ce que nous appelons l'intendance sanitaire, donc c'est-à-dire qui était le côté sanitaire de l'entrée du port de Marseille. Et donc tous les bateaux qui rentraient, et notamment c'est un fonds qui a été remis en valeur avec la pandémie, puisqu'on a beaucoup reparlé de la peste, qui en plus, et beaucoup de manifestations qui étaient prévues en 2020 pour le tricentenaire sont un petit peu malheureusement passées à la trappe. Mais heureusement, M. Buty avait eu le temps de rédiger son ouvrage. Et donc, on a l'entrée de tous les bateaux qui rentraient dans le port de Marseille. Et je sais qu'il y a notamment même des bateaux qui faisaient des très petits trajets, des bateaux côtiers. Il y a des bateaux qui peuvent venir de Martigues et qui... Mais alors, par contre, les informations sont beaucoup plus succinctes que ce que monsieur vient de nous exposer et qu'il a retrouvé aux archives d'Ille-et-Vilaine ou autres. Bon, on a le nom du capitaine, on a... parfois le nom de la cargaison, mais ça peut être aussi un moyen de retrouver un certain nombre de capitaines de bateaux martégots qui faisaient de la pêche côtière ou du trafic maritime entre Marseille et Martigues. Merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, rappeler évidemment que si on recherche sur Marseille ou sur Martigues, il ne faut pas s'arrêter à Marseille et à Martigues, et il ne faut pas hésiter à aller dans d'autres dépôts, puisque tous les navires, notamment au moment de la peste, qui ont approché de Marseille, de Toulon ou autres, il a bien fallu qu'ils rentrent chez eux, et il a bien fallu qu'ils soient... alors, on les a coulés, et puis on les a renfloués, et ensuite on les a parfumés pour effectivement... soigner les bateaux en même temps que les hommes prenaient le chemin du lazaret. Donc je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'état sanitaire effectivement pourront trouver utile de passer vous voir. Juste peut-être une remarque aussi, puisqu'on ne pouvait pas inviter tout le monde. Vous savez que certaines chambres de commerce et d'industrie gardent leurs archives. Donc là aussi, il faut pas oublier de se renseigner à ce niveau. Et la chambre de commerce et
et d'Industrie de Marseille a des archives particulièrement riches qui viennent compléter effectivement celles des archives départementales de Marseille. Et donc, je m'adresse maintenant à notre collègue donc, qui met en place cette base de données et on peut remercier effectivement nos amis néerlandais pour les efforts qu'ils font en même temps que nos amis allemands. Vous voyez, c'est intéressant quand même, un projet européen et on voit bien effectivement que ces bases de données, finalement, si on regarde, qu'est-ce qui a intéressé peut-être le plus, même si le projet est plus américain qu'européen, ça a été d'abord de parler des négriers, d'essayer de cerner un petit peu, de peser, je dirais, ce qu'a été la traite négrière, et beaucoup ici, je vois Pierrick Pourchasse qui est là aussi, se sont intéressés à ce phénomène. Et puis finalement, ceci étant fait ou en voie d'être achevé, bon, effectivement, maintenant s'intéresser aux prize papers ou aux papiers de prise, ça paraît effectivement tout à fait intéressant et ça paraît tout à fait européen et logique effectivement de le faire. Pour qui est allé à Kew, effectivement c'est impressionnant de regarder, d'ouvrir des sacs et puis de partir à la découverte de papiers qui, en tout cas à une certaine époque, n'avaient été ouverts par personne. Mais si tu permets, je voudrais ajouter quelque chose. Katia Antunes, avec qui je parlais, me disait, tu sais, Kew, c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais je suis persuadé qu'en France, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il y a des archives dans tous les ports, dans tous les petits ports, il y en a partout, partout, partout. Et l'ensemble est finalement gigantesque, peut-être plus que Kew encore. Alors après le match de foot, on va peut-être pas trop en dire. Oui. J'ai une question. Oui. On parle de prises. C'est les prises qui ont été déclarées de bonnes prises ou c'est les prises initiales? Le tribunal des prises, c'est prononcé, on prend tout d'abord. Tout. D'accord. Tout. Oui. Ouais, alors, il faut que je répète la question, parce que donc la question de Jean-Claude Roux était de savoir de quelle prise il s'agissait, celle prise en général ou celle prise après jugement, et jugement positif. Donc il s'agit de tout, effectivement. Donc, même avant, parce que c'est le début de l'interrogation. C'est le début de l'interrogation, et après cela a été envoyé à Paris, et là il y a la décision finale. Le plus souvent positif pour la Corsair, mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui ne cloche pas. Donc, il y a même à Rennes des dossiers auxquels les Danois, par exemple, disputent la légalité de la prise. Mais ça également existe à Rennes. Donc c'est initial, mais disons 85%, ce sont des prises positives pour la France. Sous Louis XIV, n'importe comment, le jugement se faisait dans le port d'arrivée de la prise. Il y avait un jugement qui se faisait là. Et donc, évidemment, ce sont ces pièces de dossier qui sont actuellement conservées dans les archives départementales ou municipales. Il y en a partout, partout. En France, c'est incroyable. Il y en a évidemment aux archives nationales aussi. La sous-série G5 de la série Amirauté de France, c'est formidable, c'est gigantesque. Mais il y a aussi la série F2, donc, alors M. Sarmont doit m'écouter, donc il ne faut pas que je dise de bêtises, mais c'est la... Voilà, il y en a énormément dans tous les ports. L'Orient, mais John Paul Jones, par exemple, on a des parts de prise de John Paul Jones à disposition. Oui. Mais en Bretagne, dans tous les ports, enfin pas tous les ports, mais souvent il y a donc toutes ces prises-là. Je sais qu'il y en a à Saint-Brieuc, il y en a à Vannes, il y en a partout finalement. Et donc si on met tout ça bout à bout, si on met en commun toutes ces données que l'on recueille, ça peut faire quelque chose d'extraordinaire et qui peut intéresser donc différentes personnes. Alors, oui, il y a l'histoire de la guerre de Corse, mais ça peut être aussi la littérature, ça peut être aussi l'économie, ça peut être le droit. Toutes ces approches-là sont possibles si on met tous ces dossiers en commun. Oui,
je vais dans le même sens, évidemment. C'est vrai qu'il y a une très grande richesse à propos de ces prises. Tu parlais d'un certain nombre de domaines. Moi, j'ai retrouvé une très belle lettre d'amour à Kew, justement, d'une femme qui recherchait son mari, qui manifestement était décédé en prison, donc en captivité à Londres. Mais on trouve vraiment, finalement, aussi bien ce qui permet de construire des études que l'insolite, je dirais, et tout ça fait la richesse effectivement des dépôts d'archives. La série G5 auquel il a été fait allusion, c'est pas le fonds Marine aux archives nationales, c'est les séries anciennes. Les séries anciennes. Et par exemple, pour Marseille, ça nous a permis de travailler pour la guerre de succession d'Espagne sur les prises faites par les corsaires provençaux, qu'ils soient toulonnais ou marseillais ou les deux quand ils naviguaient de conserve, et de trouver effectivement la trace d'un millier de prises quand même, fait dans ces deux ports. Et donc effectivement, oui, c'est d'une richesse inouïe. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierrick, je répéterai ta question. Oui, c'est pas une question. À Kew, j'y étais la semaine dernière. Oui. Il y a même des liasses de lettres qui n'ont pas été décachetées. Par exemple, je suis tombé sur un paquet de lettres pour Montaudoin de Nantes, qui est un gros... Oui. Et donc, ces lettres sont toujours scellées. Bien sûr, je n'ai pas ouvert. Je ne me suis pas permis d'ouvrir le morceau. Mais donc, il y avait un paquet, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de lettres, toujours scellées. Oui. Donc, pour ceux qui n'entendent pas et qui sont à distance, Pierrick Pourchasse nous disait qu'il était à Kew la semaine dernière, et donc il est tombé effectivement sur une liasse scellée, donc ou enrubannée, voilà, de Montaudoin, l'un des grands armateurs de Nantes. Donc ça intéressera nos collègues de Nantes. Ils n'ont plus qu'à faire en sorte que la grève des trains ne les touche pas et se dépêcher d'y aller tant que c'est encore ouvert. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question d'Isabelle. Oui. Il y avait une question d'Isabelle. Non, mais elle était dans le chat. Oui, je sais, mais c'est quoi? Oui, bonjour. Oui. Isabelle, on t'écoute. Oui, je me reconnecte. Une question à Monsieur Gors. Est-ce que vous avez pu regarder le fonds dont vous disposiez pour les archives hospitalières, et plus particulièrement pour les marins, les familles de marins, l'assistance qui pouvait leur être donnée dans les années difficiles? Alors, nous avons les fonds d'hôpitaux sont conservés donc aux archives départementales. Donc, pour Marseille, vu cette époque-là, c'est principalement l'Hôtel Dieu. Mais je ne sais pas si l'Hôtel Dieu récupérait des marins de Martigues et de l'Étang-de-Berre, sachant que du coup, on n'a pas de fonds d'hôpital à Martigues, mais il est possible que le fonds soit aux archives municipales. Là, j'avoue que je ne sais pas. Et donc, mais ça pourrait être une piste aussi si des marins avaient pu tomber malades lors d'un séjour de Marseille ou je pense pas qu'à l'époque on les ait envoyés à Marseille depuis Martigues, ça me paraît quand même assez peu vraisemblable. Et puis je vois pas trop ce que l'Hôtel Dieu aurait pu mieux les soigner qu'ailleurs, mais ça serait à vérifier. Et sur l'assistance en période de disette particulièrement, je pense aux marins. L'assistance, bon, il y a pu avoir un certain nombre, notamment de la peste, il peut y avoir des mesures qui ont été prises pour essayer d'aider les populations, mais comme je vous disais, malheureusement, le fonds de l'intendance est malheureusement très incomplet pour avant 1740-1750. Donc, par exemple, pour l'époque de la peste, on a du mal à l'évaluer par rapport à ça. Alors, on triche un petit peu en regardant le fonds des États de Provence, qui était une sorte d'assemblée des communautés qui avait lieu à Aix-en-Provence avec des représentants. Et par ce biais-là, on arrive parfois à voir un petit peu quelles étaient les mesures qui pouvaient être prises en direction des populations de ce qu'on appelait les communautés d'habitants de l'époque. D'accord. Je vous remercie. Je regarderai plus attentivement. Merci beaucoup.